Tu mets le doigt sur un sujet qui est passionnant, qui est comment est-ce qu'on passe de cette semaine classique où tout le monde était dans un même schéma métro, boulot, dodo, à un rythme différencié et personnalisé, mais qui permet de maximiser et la production et la créativité en fait, de nos organisations. Mon invité aujourd'hui est Victor Caro, cofondateur de Comet Meeting, une start-up qui, après avoir levé 40 millions d'euros, a pour ambition de devenir l'acteur incontournable du futur off-work en proposant une nouvelle vision du monde du bureau. C'est aujourd'hui 11 lieux dédiés aux événements et réunions d'entreprise, plus de 400 000 m² de bureaux opérés en Europe et depuis sa création, 350 000 clients accueillis. Dans cette discussion, nous allons explorer l'avenir des bureaux et en quoi cela va changer notre quotidien et notre manière de travailler. Bonjour Victor. Salut David. Alors, pour commencer cet échange, j'aimerais te faire réagir à une citation que j'ai sélectionnée pour toi. Le leadership est la capacité à traduire votre vision en une réalité. C'est de Warren Bennis, que je connaissais pas, qui a été conseiller de 3 présidents américains. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque le fait que le leadership, c'est la capacité à définir un cap, quelque part une vision, mais pas seulement à le faire de façon très théorique, c'est faire en sorte qu'ensuite tu réussisses à aligner toute une équipe derrière toi et à l'énergiser. Je pense que le rôle d'un leader aujourd'hui, oui, c'est de définir une vision. Et ça, je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais bon, c'est pas le plus compliqué. Mais ensuite, c'est être capable d'impulser la bonne énergie, donc d'adapter cette vision à des équipes sur le terrain, donc en l'expliquant de façon différente suivant les populations. Et ensuite, d'impulser l'énergie pour faire en sorte que vraiment le bateau bouge. Ouais. Donc, ça me parle beaucoup. Ouais. J'avais un autre actionnaire, elle disait souvent, une vision sans exécution, c'est une illusion, quoi. Et moi, j'étais plutôt dans j'ai des idées, j'aime bien balancer des trucs, mais l'exécution, j'étais pas très bon. Du coup, ça a été une grosse souffrance de me dire, ok, bon, d'accord, tes idées, si tu veux vraiment impressionner, il faut que tu sois bon sur l'après. Comment tu définirais ton style de leadership? Je dirais assez humain. Ok. Je suis entrepreneur pour être libre, pour créer. Okay. Moi, ce qui me drive, c'est la création. Mais aussi pour bosser dans un cadre où je me sente bien. Quelque part, je trouve que monter ta entreprise, c'est à la fois avoir la possibilité de laisser une trace, aussi petite soit-elle, dans le monde, mais c'est aussi la possibilité de créer l'environnement dans lequel tu as toujours rêvé de travailler. Je dirais que mon leadership, si tu veux, moi, beaucoup de choses passent autour de l'énergie. Okay. J'adore impulser de l'énergie. J'adore... je suis convaincu qu'on a tous une sorte de réservoir d'énergie et que c'est important de se connaître et de savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui te sape ton énergie et de savoir comment tu veux l'utiliser. Moi, je sais que ce que j'adore, c'est justement impulser cette énergie dans le groupe, mais d'éviter de le faire de façon autoritaire, mais de le faire plutôt de façon humaine, en se demandant, de façon empathique, en se demandant quels sont les besoins des autres et comment faire en sorte pour adapter. T'es très à l'écoute alors. Je pense que je suis assez curieux et analyse quoi. Et concrètement, parce que c'est un concept un peu flou de communiquer de l'énergie. Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire en gros, t'es le gars qui débarque, ouais, chocolatine pour tout le monde, enfin pas au chocolat, ou ça ressemble à quoi? Parce que chocolatine. Ouais, il y a différents profils en fait. Il y en a qui sont plutôt introvertis, mais qui ont une grosse énergie. Enfin, toi, ça se matérialise comment? L'énergie, tu peux effectivement la transmettre de différentes façons, et on a tous de l'énergie. Un introverti va avoir tendance à avoir de l'énergie, mais à la consommer au gré des rencontres qu'il va faire dans la journée, parce que ça va lui prendre un peu d'énergie de sortir de sa carapace. Un extraverti va plutôt ne pas avoir d'énergie s'il rencontre personne et s'énergiser au fur et à mesure. C'est très schématique, mais c'est un peu comme ça. Et donc, comment ça fonctionne, le fait de transmettre de l'énergie? C'est vraiment le fait de se demander qu'est-ce que la personne en face de toi peut emmagasiner quelque part. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très énergisé et donc il suffit simplement de donner une petite pichenette dans la bonne direction pour faire en sorte que ça avance et ensuite, après 5 minutes, la personne peut être en roue libre, positivement pendant un mois? Ou au contraire, est-ce que tu dois vraiment prendre par la main et essayer de positiver et d'exhorter quelqu'un qui serait un peu plus renfermé, qui serait un peu plus passif peut-être, à bouger? Et donc c'est comment est-ce que tu adaptes? Donc c'est l'encouragement alors. Là, quand je t'écoute, c'est vraiment lui donner envie d'accomplir sa mission. Je pense que c'est remettre les choses, remettre le what, la tâche que tu demandes dans un cadre un peu plus large en disant
pourquoi ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus important et pourquoi c'est important en soi. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ton taf, c'est pas de développer ça, d'être architecte. En fait, ton job, c'est de créer un espace qui va avoir telle fonction. Et donc, c'est essayer quelque part de faire prendre du recul à tout le monde en disant, voilà comment est-ce que votre tâche s'inscrit dans une vision globale et voilà pourquoi on a décemment le droit d'espérer une ambition mondiale, de faire quelque chose de colossal. Quelque part, c'est de dire, voilà le problème qui se passe aujourd'hui, voilà le problème qui se pose aujourd'hui, et voilà comment est-ce que, aujourd'hui, Comet, en l'occurrence, est parfaitement placé pour l'emporter et pour changer quelque chose dans le monde. Juste avant, tu as parlé de liberté. C'était un truc qui était important. Ce concept, il me parle beaucoup aussi, mais à des moments, je me dis, être entrepreneur, c'est tout sauf être libre, parce que tu as le poids de toutes tes équipes, tu as toutes les emmerdes qui vont avec, le poids des finances. Alors oui, tu peux te barrer à l'heure que tu veux, mais en fait, ça te rattrape toujours à un moment. Ça veut dire quoi, toi, cette liberté dans le cadre de ton travail? C'est vrai que c'est paradoxal, l'entrepreneuriat est une sorte de liberté sous contrainte, mais donc tu peux fixer les contraintes jusqu'au moment où les contraintes te rattrapent. Moi, je dirais que ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir les libertés de choisir quel est le problème, déjà de choisir un problème dans le monde qui est important et de décider que c'est à ce problème que tu veux essayer d'apporter un élément de réponse. Sans avoir l'ambition et la prétention forcément de te dire que tu vas être le seul à répondre à ce problème. Mais déjà, c'est la liberté de te dire, voilà le sujet qui est crucial pour moi, voilà ce que je veux changer dans le monde. Voilà. Ensuite, c'est la liberté de travailler avec qui tu veux. Et de se dire, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une somme de contraintes, mais tu as une liberté jusqu'au moment où tu l'as plus, parce que situation financière compliquée, mais la liberté de choisir de bosser avec des gens avec qui tu veux vraiment bosser. Donc cette liberté-là, et ensuite c'est sûr que c'est quelque part le fardeau de la responsabilité de te dire, j'ai un navire, nous aujourd'hui on est 130 dans la boîte, on est 200 si on regarde toutes les personnes qui travaillent indirectement également pour nous, et c'est une responsabilité, tout comme le Covid, je vais peut-être en parler, mais le Covid, c'est forcément un moment où tu te demandes comment est-ce que j'utilise justement cette liberté de choix pour me dire, est-ce que je préserve, est-ce que je protège plutôt les équipes, est-ce que je protège plutôt la trésorerie, est-ce que je me protège plutôt moi? Grosse question, là. Grosse question. Mais donc c'est au moins avoir la liberté de se dire, ok, je vais devoir prendre des décisions, ça va être des choix et des contraintes, mais je peux décider dans quelle direction je veux amener le groupe. C'est presque une liberté de choix, en fin de compte. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Sur LinkedIn, j'ai vu que alors je sais pas si tu l'as fait ou tu vas faire une retraite de 6 jours. Tu l'as déjà fait? Je l'ai fait la semaine dernière. Ok. Ah ouais, donc t'es bien frais là. Alors. J'ai trouvé ça génial parce que c'est un truc qu'on voit peu. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que tu l'as fait dans l'abbaye de Sénac ou tu le fais à côté? Je le fais à côté. C'est chaque année. Alors, pareil sur les sujets d'énergie. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'aide à régénérer cette énergie. Moi, je suis super extraverti. J'adore rencontrer du monde, mais bizarrement, une fois de temps en temps, j'ai besoin d'être seul, mais complètement seul, de ne parler à personne et de faire uniquement ce que je veux. Parce que le reste du temps, j'ai l'impression que je suis sous contrainte et que je dois faire ce qu'il faut faire, quelque part, et j'ai des contraintes professionnelles, amicales, familiales, de couple. Et je réalise que dans l'année, je garde extrêmement peu de temps pour moi. Mais en revanche, une fois par an, ça je le fais depuis quelques années déjà, une fois par an, je prends une semaine où je vais seul dans ma maison de campagne, sans personne, enfin ma maison de famille, où j'ai beaucoup de souvenirs. Je ne parle à personne. Je viens avec une pile de bouquins, une liste de sujets sur lesquels je veux travailler, qui sont un mélange de sujets perso pour mieux me découvrir. C'est en partie du développement personnel et pro. Tiens, ce sujet, c'est un sujet qui me taraude depuis 1 an, mais j'ai jamais pris le temps de travailler dessus. Et je prends cette semaine, je suis seul. Il y a juste 2 choses que je fais dans la journée. C'est je me mets un réveil et je me fais du café le matin. Et ensuite, liberté totale. Si je n'ai pas faim, je ne déjeunerai pas, je ne dînerai pas. Je bosse sur ce sur quoi je veux bosser. Et ça m'aide à me ressourcer complètement et à me recentrer. Pas de téléphone, pas d'ordi? Alors, pas d'ordi, pas d'email, pas de Slack, rien. Le seul message que je passe à toutes les personnes autour de moi, notamment mon équipe, c'est s'il y a une urgence, vous m'envoyez un texto. Je regarderai mes textos. Mais si vous m'envoyez un texto et que c'était pas pour une urgence, c'est pas très cool, quoi. Le téléphone, j'ai encore du mal à ne pas regarder WhatsApp. Mais dans la réalité, en fait, je laisse mon téléphone quelque part et 2-3 fois par jour, je vais regarder ce qui se passe. Et c'est génial d'avoir cette liberté totale, pour le coup, de dire, je me réveille, tiens, j'ai plutôt envie de lire un bouquin de philo, ou de lire un bouquin business, ou de ne rien faire, ou de méditer. C'est incroyable. C'est génial, je le conseille à n'importe qui. C'est un élément que j'ai découvert il y a quelques années aussi. Et
c'était une semaine, j'avais fait une semaine de silence et de méditation. Wow. Et je me souviens, il y avait des temps en groupe, puis après tu retournais seul. Et les premiers jours, donc c'était plutôt des personnes âgées autour de moi. Et l'animateur disait bon, qu'est-ce que vous ressentez là? Alors les gens disaient paix, calme, sérénité. Et moi je disais impatience. Tu sais, quand tu commences à faire taire tous les bruits, il y avait j'entendais le flot intérieur. Et puis au bout d'un moment, je sais pas comment toi tu vis, mais à un moment ça se calme. Et là d'un coup tu retrouves une sorte de paix intérieure. Tu dis waouh. Et tu vois le décalage en fait. Et d'un coup tu prends conscience de l'intensité de ton quotidien. Et c'est pas évident après de retourner dedans parce que tu dis ah ouais quand même le prix est élevé. Ça te fait quoi toi Ouais, ce que je trouve passionnant dans ces sujets, c'est qu'on passe vraiment, tu vois, dans la réflexion autour du futur du travail, il y a un peu deux questions. Il y a le futur du lien qui nous unit au travail. Est-ce que demain on sera en CDI, est-ce qu'on sera freelance, et le futur du lieu de travail. D'où est-ce qu'on travaillera, qu'est-ce qu'on fera. Enfin, je suis convaincu qu'on va vers une spécialisation des lieux de travail. Donc on fera certaines choses de certains endroits, mais pas tout de n'importe où. Mais sur le sujet du lien qui nous unit au travail, il y a aussi cette question de à quelle fréquence est-ce qu'on travaillera. Enfin, finalement, comment est-ce qu'on sort du modèle jusqu'à maintenant, modèle, on va dire, la génération de nos parents, où on travaillait 5 jours par semaine, 45 ou 47 semaines par an, ce qui déjà était peu, on a la chance en France, en travaillant toujours du même endroit. Comment est-ce qu'à partir de maintenant, finalement, on remet en question ce modèle en se disant, en fait, moi, je travaille pas 5 jours par semaine du même endroit, mais de lieux différents. En fait, j'ai envie de me faire des micro-retraites. Et donc, plutôt que de me faire 45 ans de travail, puis 45 ans de retraite, si j'ai beaucoup de chance, ou on va dire 30 ans de retraite, en fait, j'ai envie de me faire 5 années de travail, 1 année de retraite, 6 années de travail, 3 mois de retraite. Comment est-ce que finalement, même en intra-année, comment est-ce qu'on se dit, j'ai envie de travailler sur des plages longues, mais j'ai envie de prendre du temps pour moi aussi. Donc, je réponds pas vraiment à ta question, mais plus largement, ce que je trouve passionnant, c'est que chacun d'entre nous va avoir la possibilité de vivre exactement ce que tu mentionnes, que j'ai vécu également, ce côté, tu réalises que tu avais une intensité super élevée à un moment. Quand tu arrives à apaiser un peu tout ça, j'ai ressenti la même chose. Mais ce qui est génial, c'est quand je pense qu'on va tous être capables de vivre ça en se disant, sortons du schéma classique. Et ça nous fera, je pense, beaucoup de bien d'avoir ces périodes de forte intensité, ces périodes de moindre intensité pour réaliser en fait ce qui nous va. C'est clair. Et j'irai même plus loin. Souvent, je lis un bouquin avec ma femme qui m'explose le cerveau sur, ça s'appelle When, et c'est sur les différents profils de sommeil. Et t'as 4 profils, je l'ai fait en 2 secondes. Ouais. T'as le dauphin, lui, un peu insomniaque, donc il a du mal à dormir, il est réveillé toutes les 20 minutes, tout ça. T'as le lion, il se lève super tôt. Par contre, le soir, il est déglingué, quoi. T'as l'ours, assez classique, qui est une grande majorité des personnes. Il va se coucher assez tôt, normal, quoi, 10 heures. Il va se lever normalement. Et après, t'as le 4e profil. Et le loup, tu vois venir, il travaille tard. Et en fait, il se lève tard. Et en gros, ce bouquin est hyper précis parce qu'il te dit même les horaires où tu es le plus performant de ton cerveau. Et moi, ça a été une révolution. Ça fait plusieurs années. J'ai 4 enfants, donc forcément, le soir, je suis avec la famille, tout ça. Et je m'étais interdit de bosser le soir en me disant, après, je vais emporter le boulot dans mes rêves et ça va vraiment me déglinguer. Et en fait, j'arrivais pas à être productif. En gros, comme tu dis, tu es toujours à faire des réunions, à discuter avec plein de gens. Donc, tu fais embarquer dans l'agenda des autres. Mais moi, j'avais aussi des dossiers que je voulais avancer et j'avais toujours l'impression de les bâcler. Et du coup, je me suis dit, je vais bosser le soir. Donc, je couche les enfants, un petit temps avec ma femme. Et après, je sais pas, il est 10 heures. Et là, je vais bosser jusqu'à minuit, 1 heure. Mais mon niveau de concentration n'a jamais été aussi intense. Mais en même temps, je bosse quand même toute la journée. Et je me disais, aujourd'hui, je sais pas si c'est illégal ou quoi, mais je me disais à quoi ça ressemblerait dans une entreprise de dire, OK, quel est ton profil à toi et comment on pourrait arranger un environnement où chacun est dans son sweet spot, quoi. C'est vraiment, toi, c'est le matin. Ma femme, par exemple, elle, c'est 4 heures du matin. Elle est de base, elle se réveille de base. Et pendant longtemps, elle culpabilisait. Elle dit, punaise, mais j'ai un problème, j'arrive pas. Et là, en fait, elle se lève et boum, elle tabasse 3 heures de boulot. Et une grosse partie de son travail est fait. Mais elle va quand même au bureau dans la journée. Parce que ce serait un peu mal vu de dire, non, moi je viens pas bosser le matin parce que j'ai bossé tard le soir. Tu vois, psychologiquement, je pense à une personne qui un genre de mentor qui, lui, il assume complètement. Il arrive à 11h midi. Mais tu vois, dans le regard des gens, c'est genre, il abuse, tu vois. C'est pas encore bien vu. Qu'est-ce que t'en penses? Tu mets le doigt sur un sujet qui est passionnant.
qui est comment est-ce qu'on passe de cette semaine classique où tout le monde était dans un même schéma métro boulot dodo à un rythme différencié et personnalisé, mais qui permet de maximiser et la production et la créativité en fait de nos organisations. Et je suis entièrement aligné avec toi et je pense que ça va prendre un moment, mais qu'on va vers un schéma de personnalisation de notre rapport au travail. Et je donne un exemple. On travaille tous aujourd'hui, structurellement, on va dire avant le Covid, on travaillait tous du bureau pour faire tout. Le travail, je suis convaincu que c'est la somme de 3 briques Lego fondamentales. Okay. Suivant ton métier, tu auras plus de l'une, plus de l'autre, mais tu as les 3. De la production, c'est le travail que tu fais seul. De la collaboration, que tu fais à plusieurs. Et de la socialisation. Socialisation, c'est le lien qui va t'unir à ton organisation et à tes collègues, et qui va faire qu'en fait, tu vas quitter une boîte ou au contraire que tu vas y rester. Et un développeur aura peut-être plus de production avec un mode de collaboration très asynchrone qui pourra se faire bien à distance. Un commercial aura peut-être davantage besoin d'être en présentiel, mais tendanciellement, la production, elle se fait mieux en distanciel, là où tu n'es pas dérangé. La collaboration, en gros, tant que si tu partages d'infos en petit comité, ça se fait bien à distance ou en asynchrone, sinon il faut être en présentiel. Et la sociabilisation, ça doit se faire en présentiel. Mais je dis ça parce que, pour en venir à ton point, je suis archi convaincu que les entreprises qui aujourd'hui décident que ce sera N jours de télétravail par personne pour toute la boîte font une énorme erreur. Je suis convaincu de ça. Je pense qu'il faut naturellement mettre des garde-fous. Je pense que de la même façon, ceux qui disent c'est de l'entière liberté font une autre erreur. Mais à mon sens, ce qu'il faut, c'est quelque part se dire à l'échelle d'une organisation, tu crées un cadre rigide mais qui va être adapté à chaque population et ensuite tu laisses la possibilité à chacun, suivant sa manière, suivant sa personnalité, sa manière quelque part de son rapport à son travail, de s'adapter. Et donc typiquement, une boîte ne devrait à mon avis pas se dire c'est 3 jours de télétravail obligatoire par personne, mais se dire pour des fonctions qui sont plutôt des fonctions tech, le télétravail fonctionne très bien, ça peut aller d'une fourchette de 3 à 4 jours. Suivant le niveau de seniorité, tu vas l'adapter. Un junior a peut-être plus besoin d'être en présentiel fréquemment plutôt qu'un senior. Dans telle autre équipe, ce sera plutôt 1 à 2 jours de télétravail. Et ensuite laisser, une fois que tu as donné une fourchette pour chacune des populations, dans la matrice, tu vois, David, tu es dans la case A12, moi dans la case B42, je vais se dire, tu as la possibilité de choisir entre 2,5 à 4 jours de télétravail. Et adapte ça à toi, ton mode d'interaction. Si tu aimes les interactions, si elles te nourrissent, alors tu voudras peut-être passer plus de temps au bureau. Si elles te drainent ton énergie, tu faudras peut-être en passer moins. Et c'est exactement la même chose ensuite en intraday, se dire que si tu es plus efficace le soir, alors travaille le soir. Mais c'est là qu'il y a un cadre réglementaire. Autant mon premier point peut aujourd'hui bien s'adapter, autant le deuxième point du cadre réglementaire nous contraint à garder des horaires de bureau assez classiques. Donc c'est une évolution sur le long terme. Ça me challenge ce que tu dis, parce que nous, on est passé du Covid, tout le monde télétravail, c'est très bien passé. Grosse limite aussi pour plein de gens qui disaient en fait, j'en peux plus. Vraiment, je suis en train de péter un câble. Ensuite, on est revenu. On a été obligé, comme tout le monde, à faire du télétravail, des moments, tout ça. Puis après, on s'est dit, bon, il faut une règle. On va mettre le jeudi. Mais c'est dingue comme ce sujet-là, en fait, c'est genre un gros débat en interne. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais moi, j'aimerais le prendre le vendredi pour partir en week-end. Ouais, mais si le vendredi, t'es chez tes parents, t'as souvent pas une mauvaise connexion. Donc, et en fait, je me rends compte, comme tu dis, de faire du sur-mesure, ce serait l'idéal, mais c'est un temps fou d'énergie. Et je crois vraiment ce que tu es en train de dire. Mais je trouve que c'est mentalement une énergie de fou, parce que tu es obligé d'être flexible, mettre des règles, faire du cas par cas. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu as des exemples de boîtes qui arrivent à bien faire ça? Est-ce qu'il y a des modèles pour des entrepreneurs qui se disent « Ok, ça me parle ce qu'il est en train de dire, mais comment faire, quoi? Par quoi commencer ?» Je pense qu'aujourd'hui, on est au tout début. Okay. On est vraiment aux prémices de ce changement et que c'est un changement qui va prendre des années. C'est un peu comme le métaverse, tout le monde en parle, mais on sait que dans la réalité, il va commencer à se cristalliser sous une forme vraiment utilisable dans 5 ou 8 ans. Je pense que c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des questions qui se posent. On commence à voir ce qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai plutôt des exemples de ce qui ne fonctionne pas. Okay. Et du Yahoo qui, il y a 10 ans, a essayé de mettre des équipes avec des rythmes très différents entre présentiel et télétravail. Et Marissa Mayer avait réalisé que tu as plusieurs cultures d'entreprises qui émergeaient lorsque tu avais des rythmes très différents. Et donc, ça veut dire qu'il fallait en réalité remettre une certaine homogénéité ou brasser les équipes pour faire en sorte que la boîte n'implose pas.
Tout comme il y avait un très bon article dans Financial Times il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'il y avait un phénomène de clic qui se crée dès que un manager a des équipes qui sont sur des rythmes très différents de travail en présentiel et à compétences égales, il va avoir tendance à promouvoir, même sans s'en rendre compte, ceux qui sont plus présents. Donc on voit aujourd'hui quelles sont les situations problématiques. Il n'y a pas encore de situation, il n'y a pas encore de bons exemples d'entreprises qui ont réussi à créer ce cadre rigide et ensuite adopter la flexibilité. Mais c'est aussi que là, on vient de sortir de la 6e vague, qui heureusement n'en est pas vraiment une. Ce qui est la grande réussite de ces 2 dernières années, c'est qu'on se met à poser des questions en réalisant qu'on a le droit de remettre en question le statu quo et de remettre en question ce schéma ultra linéaire de la semaine où tu devais passer 5 jours au même endroit. Et ça va prendre du temps. La question, c'est comment est-ce que chaque entreprise a envie de réagir? Est-ce qu'elle veut marquer un grand coup en disant, chez nous, c'est 3 jours et demi de télétravail par semaine obligatoire, avant de revenir un peu peut-être vers quelque chose de plus flexible, ou d'y aller progressivement? Passionnant. Alors j'ai une question pour toi qui réfléchit à réinventer le bureau, les espaces de travail. Nous, il y a quelques temps, on a changé de bureau, on a des grands espaces, une grande salle. Enfin, on a essayé vraiment de faire les choses bien. Jusque-là, trop cool. Les gens adorent tout ça. Et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que il y en a qui passaient du temps le soir. J'étais trop fier, tu vois. Ils boivent des bières ensemble. C'est un mini bar, tu vois. Enfin, même un grand bar, il y a un grand espace. Et il y en a même qui dormaient au bureau. Tu vois, ça m'a surpris. Okay. Genre, bon, bah là, on a fait la fête et tout, c'était cool. Bah, le matin, moi, j'étais trop content. Tu vois, j'étais, ouais, génial. Carrément, ils s'emparent vraiment du lieu. Puis après, j'en parle à mon associé. Il dit, ouais, punaise, mais légalement, c'est super chaud et tout. Fais gaffe si on a des problèmes. Je lui dis, mais en fait, est-ce que le monde du travail a des moments, mais en même temps, je comprends, ça peut être super dangereux aussi. Il y a plein de questions. Donc, c'est un peu un genre de no man's land où je sais pas comment réagir. Est-ce que les questions, ces questions-là, tout à l'heure, on interviewait le patron de WOM qui, lui, crée des espaces où les gens vont. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, du cadre, du différentiel entre le cadre... du fait de dormir dans un lieu. Est-ce que toi, dans tes réflexions, te dire, mais carrément, il y a des gens, ils veulent être hors télétravail, toute la semaine, mais il y a 2 jours, ils veulent venir dormir, parce que le soir, ils veulent faire un peu la fête avec les amis, socialiser, puis ils veulent pas s'embêter à retourner chez eux. Ouais. Avant de répondre sur ça, je peux te dire ce en quoi je crois pour le futur du siège social. Et ce qui fait que derrière, tu peux lui donner beaucoup de formes différentes. Je suis archi convaincu que tendanciellement, ça va pas être noir ou blanc, mais que tendanciellement, on ira vraiment au bureau pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire en télétravail. Sachant que le télétravail, c'est pas forcément le travail depuis chez soi. C'est le travail depuis n'importe où, hors du bureau. Ça peut être depuis chez soi, son salon, si on a la place, et si on arrive à être disposé mentalement à travailler chez soi. Ça peut être dans l'hôtel en bas de chez soi, ça peut être à la campagne. Mais se dire que le télétravail sera avant tout centré sur la production et de la collaboration facile à faire, c'est-à-dire du partage d'infos. Et je suis convaincu que le moment qu'on passera en équipe, que ce soit au bureau ou en dehors du bureau, mais en tant que groupe, sera centré sur la collaboration importante, sur les réunions vraiment utiles, et sur ce lien que tu crées, cette sociabilisation, pour faire en sorte que les équipes créent ce sentiment d'appartenance. Donc ça veut dire que quelque part, tu te réuniras régulièrement dans ton siège ou régulièrement dans des tiers-lieux, et ça veut dire que finalement, c'est à toi de voir quelle forme tu veux leur donner. Ton siège devrait être un siège un peu totémique, un siège qui soit très marqué, qui est vraiment cette connotation, c'est cette image de ta marque et qui soit le lieu où tu sentes que tu es un peu dans le temple de ta boîte. C'est presque l'église, quoi. Ouais, c'est presque ça. C'est l'endroit qui peut être beaucoup plus petit que les bureaux que tu avais avant, mais qui est le lieu chargé de toute l'histoire et la culture de ton entreprise. Et dans ce lieu, finalement, c'est à toi de voir ce que tu as envie d'en faire. Ce que je peux te dire, c'est que ton bureau sera a priori plus trop un bureau au sens bureau, un poste de travail dans lequel tu t'installerais seul, parce qu'en fin de compte, ce sera moins la vertu du bureau. Tu continueras d'avoir des bureaux, mais je pense, personne ne sait ce qui va se passer, mais je pense que ce sera avant tout un lieu social. Et ce lieu social, c'est à toi de voir si tu as envie que ce soit un lieu social également la nuit. Et donc, en plus d'avoir des équipes qui peuvent aller dans les différents espaces communs et dans le bar et en profiter jusqu'à minuit, en fait, si tu as envie, quand c'est entre minuit et 9h du mat, il soit là, c'est à toi de voir, c'est la continuité. Mais c'est-à-dire que ton bureau, je pense, deviendra vraiment ce lieu social avec très clairement cet espace bar. Mais avec un changement de management aussi, parce que si tu mets, c'est l'exemple du baby-foot, il y a 3 ans, tout le monde mettait un baby-foot, ce qui, à mon avis, était franchement pas la chose la plus utile si tu ne changeais pas de ton mode de management. C'est très bien de mettre un baby-foot, mais si tu mets un baby-foot,
mais que tu es toujours sur un management par le contrôle et pas par la confiance, bah, ça veut dire que en fait, si David et Victor jouent à 14h au baby-foot, peut-être que c'est parce qu'on est justement des loups et qu'à 20h, on sera encore en train de bosser ou que ce sera super efficace parce que 14h, c'est pile le moment où on a un creux d'énergie et donc ça nous réénergise pour l'après-midi. Ah, il n'empêche que si notre N+5 passe et nous dévisage et qu'on comprend qu'en fait, on a peut-être fait une connerie, bah, bizarrement, on perdra un peu l'intérêt. Mais ce qui veut dire que le bureau, je pense, sera celui social, mais qu'on utilisera de plus en plus, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse Comet, mais des lieux où tu te verras en équipe, hors du bureau, déjà parce que tu n'auras plus forcément la place dans ton bureau, et aussi parce que tu voudras un lieu pour sortir de ton cadre, et c'est là que tu pourras soit le faire à la campagne et aller y dormir, comme le propose WOM, ou bien rester sur un schéma, sur un format d'une journée, mais dépaysant en ville, c'est notre format Comet. C'est excellent. Beaucoup de réflexions. On pourrait parler encore pendant des heures. Moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, j'ai vu un peu les différentes activités de Comet, est-ce que vous proposez un service, par exemple, des gens comme nous avec des bureaux de consulting, genre on vient, on regarde, on réfléchit, on dit tiens, vous avez pensé à ça, là, pour le confort, ou est-ce que ça se passe chez vous, ou est-ce qu'il y a aussi cette proposition-là? On fait deux grandes choses. On crée des bâtiments qui sont chez nous, où nos clients viennent pour une journée de réunion. Okay. Et sachant qu'on vient d'innover là-dessus, je t'en parlerai en 2 mots. Et on accompagne des grandes entreprises ou des grands propriétaires en leur disant, dans vos bâtiments de bureaux, dans vos grands bâtiments de bureaux, notamment de plus de 10 000 m², vous devez en faire des hôtels. Vous devez en faire des lieux où on a vraiment envie d'aller. Et des lieux où il y ait donc à la fois du service comme dans un hôtel, et de la flexibilité pour faire en sorte qu'on n'ait plus tous besoin de signer des baux 369, mais qu'on puisse avoir aussi un matelas de flexibilité qui permettent, quand j'en ai besoin, de prendre une salle de réunion, mais que quand j'en ai besoin, pour éviter d'avoir la salle du conseil de 300 m² que j'utilise une fois tous les mois, et quand j'en ai besoin de prendre des postes de travail. Ça, c'est ce qu'on leur propose. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas aujourd'hui uniquement du conseil. Ce qu'on fait, c'est qu'on va conseiller ses partenaires sur ce qu'il faudrait mettre comme service et comme surface de flexibilité. Mais ensuite, on va designer les espaces, mais si et seulement si on les opère avec notre staff hôtelier et qu'on les commercialise. C'est-à-dire qu'on génère du revenu. Mais pour autant, on regarde aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce modèle. Donc ça, ce sont 2 grandes activités. Notre réseau de bâtiments de réunion à Paris, Bruxelles, Madrid, et cette deuxième activité qu'on appelle Hospitality. Mais tu vois, par exemple, là, depuis 9 mois, on teste quelque chose qui fonctionne très bien dans nos bâtiments de réunion. C'est qu'on se dit, bah, en fait, le futur du travail amène des organisations hybrides. Ces organisations hybrides, notamment beaucoup de startups aujourd'hui, rendent tout ou partie de leur bureau. Sauf qu'elles réalisent qu'elles ont besoin d'avoir des moments de collaboration et de sociabilisation. Mais pour autant, bah, elles n'ont plus l'espace. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est que à J-15, là où on n'a pas loué nos salles de réunion pour du séminaire classique pour des grands groupes, bah, en fait, les salles de réunion qui restent vides, on les loue via une plateforme toute digitale qu'on a créée, via notre booking de la salle de réunion, à des entreprises qui se disent, tiens, bah, je prends un abonnement pour que mes équipes, une fois par semaine, puissent venir chez Comet pour un moment ensemble. Et donc, on évolue là-dessus, on fait bouger nos produits. Pour l'instant, on ne fait pas de conseils, je ne pense pas qu'on en fera tout de suite. Mais voilà, on essaie de voir quel nouveau métier amène ces nouvelles organisations de travail. C'est excellent. On pourrait parler encore pendant des heures, mais on est limité par le temps. Donc, merci beaucoup, Victor. Merci, David.